question. Donc, j'appelle à la barre, comme on dit, Equipoto Molier, donc Philippe Audin, qui est le président d'Equipoto Paris, et Aurélie Joux, directrice d'Equipoto et directrice de la communication de la fédération de la FIEP et la fédération des équipementiers. Donc là, si vous avez des questions aussi, vous n'hésitez pas à les poser, je ne sais pas. Je vais pas plus ralentir le programme parce qu'on a pris énormément d'art. Je leur donne la parole et je vous souhaite un grand merci de nous avoir écoutés. Bonjour à toutes et à tous. Merci Hervé pour la transition un peu en live. On va modifier un petit peu l'emploi du temps. On avait prévu de vous parler cet après-midi d'Equipoto et on va le faire ce matin. Du fait que vous êtes là et j'ai pu comprendre qu'il y a eu quelques soucis d'accessibilité au salon. Donc on va essayer de tout cumuler, de faire les choses en live. La ville va nous retrouver, je pense. En tous les cas, je suis très heureux d'être avec vous. Pour votre information, j'ai fait mon premier salon Equipoto au milieu des années 80, c'est-à-dire avant-hier. Et j'en suis le président depuis 2019. Alors, je suis accompagné avec Aurélie Joux, qui est la directrice du salon Equipoto depuis cette année, qui nous a rejoint au niveau de l'organisation. Et donc, on va essayer de balayer quelques points ensemble. Alors c'est vrai qu'on a connu une période un peu mouvementée, on ne va pas revenir sur ces éléments-là. Le dernier salon Equipoto se tenait à la Porte de Versailles à Paris en 2019. Derrière, il y a eu la crise que nous connaissons tous. Normalement, l'édition Equipoto de Paris devait se tenir en 2021, parce que c'est une biennale. On a dû prendre la décision de reporter, en tout cas d'annuler Equipoto 2021 et de le faire en 2022. Ce qui n'a pas été sans poser un certain nombre de problèmes, puisque vous en êtes à l'année 2022, il y a une multitude de salons, que ce soit Madrid, Francfort avec nos collègues allemands, nous à Paris, vous ici, il y a eu Istanbul, il y a eu Bologne, j'en passe, il y a eu énormément de salons, ce qui a été effectivement assez compliqué à organiser. En tous les cas, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de vous. On va commencer peut-être par une petite vidéo d'introduction sur Equipoto. Bon, ça va pas passer. On va switcher, on revient après sur la présentation. Avant de vous parler d'Equipoto, je voudrais, je crois que vous allez avoir tout à l'heure, vous avez dû avoir, vous allez continuer à avoir des présentations sur le parc roulant. Quel que soit l'endroit de la planète où vous vous trouvez, l'élément le plus important, c'est ce qui roule sur les routes, c'est le parc. Si vous n'avez pas ce parc et que vous ne l'analysez pas, vous ne pouvez pas opérer sur ce marché. Donc je vais essayer de vous montrer en quelques stades pour revenir sur la présentation. Je vais... Oui, c'est toujours un petit réglage de technique, c'est pas grave, voilà. On a aujourd'hui essayé de faire une analyse sur le marché français. Alors vous allez me dire, on est en Algérie, on n'est pas en France. Vous avez raison. Ceci étant, si vous prenez l'ensemble du parc européen, vous comparez par exemple le parc roulant français, le parc roulant allemand, le parc roulant italien, en Angleterre, etc., il est à peu près similaire. L'idée, au travers de ce que je voulais vous montrer, c'était de comprendre comment le parc allait évoluer à 2030. 2030, c'est demain. Tout à l'heure, monsieur parlait de 2050. Je voudrais bien savoir ce qui va se passer en 2050. Mais s'il y en a d'entre vous, une d'entre vous qui est capable de le dire, surtout n'hésitez pas. Donc, la petite étude que l'on a fait, elle reporte sur un marché annuel de l'argent indépendant de parc VL. Qu'est-ce que l'on considère? On considère des entrées, donc les immatriculations, des importations également. Le stock de VL constitué de véhicules d'âge moyen aujourd'hui de 1 à 30 ans. Et puis vous avez forcément au bout de la vie de ce véhicule le phénomène de destruction. Et puis les exportations qui peuvent aussi intervenir puisque le véhicule va sortir du marché. On a pris, l'analyse elle repose sur quoi? Elle repose sur une étude qui est uniquement sur le véhicule particulier, le VP, et le VUL, de 2022 à 2029. D'ailleurs je vous disais 2030, je me suis trompé une année, c'est pas très grave. L'idée étant d'estimer la part de vente de véhicules constitués uniquement de véhicules 100% électriques. J'insiste bien, 100% électriques. Un véhicule hybride est considéré aujourd'hui encore et toujours comme un véhicule thermique, ce qui est logique, puisque vous avez une thermique accouplie à une hybridation. Donc là aujourd'hui on est parti sur 3 niveaux d'hypothèses. Parfois les plus folles, on s'est dit, on prend le parc roulant aujourd'hui, et ce parc roulant, on va considérer qu'il va croître
par an, ou de 15%, ou de 20%, ou de 25%. Pour voir là où ça va nous emmener en termes de parc roulant en 2030. Il faut estimer le solde de véhicules importés et exportés, c'est ce que l'on a fait, c'est ce que je vais vous présenter, et puis estimer le taux de sortie des véhicules particuliers, puisque je parlais d'arrivée du véhicule, il faut aussi parler de la sortie de ce parc. Donc on a le véhicule particulier et puis évidemment le parc jusqu'à sa destruction. Ça aujourd'hui, c'est le parc français, mais très honnêtement, si vous le dupliquez d'un pays à l'autre sur la zone Europe, vous allez à peu près avoir les mêmes données. Si on prend aujourd'hui les premières données du parc, l'âge moyen du parc, il est passé à 10,3 années, ce qui commence à être un parc vieillissant. Vous avez aujourd'hui un parc roulant à peu près de 3, un peu plus de 38 millions de véhicules, et pour l'instant, les médias peuvent vous raconter. Ceux qui veulent le parc roulant existant de véhicules 100% électriques, c'est 0,3%, rien de plus. Rien de plus. La répartition du véhicule, ça c'est assez important par rapport à votre activité, qu'elle soit en Algérie ou qu'elle soit sur le reste de l'Europe de l'Ouest. La répartition par âge de véhicule. 28% de ce parc est inférieur à 5 ans. 24% de 5 à 10, 25 de 10 à 15 et supérieur à 15, 23%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avant même de parler de prospective, il faut regarder la stabilité de votre marché. Et la stabilité de votre marché, elle repose sur globalement à peu près 75% du parc qui roule. Ensuite, vous avez en dessous la partie véhicule utilitaire, on y reviendra ensuite. 50% d'entre eux sont des véhicules qui ont moins de 8 ans. Le reste étant réparti entre les 8-13 ans et plus de 13 ans. Alors, juste une petite... là, c'est Einstein qui parle, c'est pas moi. Là, vous avez sur la partie gauche, vous avez effectivement les années, et puis vous avez les trois hypothèses dont je vous parlais tout à l'heure. 15%, 20%, 25% de croissance par an. Ce qui veut dire qu'en 2030, demain, si vous considérez le parc roulant de 38 millions de véhicules, vous allez avoir un parc roulant qui va être à peu près à 41 millions de véhicules. Le maximum de véhicules 100% électriques qui rouleront en 2030, preuve à l'appui, c'est 4,6 millions de véhicules sur un parc roulant de 41 millions. Autant vous dire que dans vos activités, vous avez le temps. D'accord? Et c'est ce que je dis à tous mes clients, puisque j'ai aussi la faiblesse d'être sur ce marché depuis 35 ans. J'ai dirigé quelques très grands équipementiers. Aujourd'hui, j'ai mon équipementier, puisque j'ai racheté une entreprise l'année dernière. On n'est pas là pour en parler. Donc, ceci étant, c'est ce que je dis également à mes clients, et c'est quelque chose qui est intéressant à noter. On va passer ensuite sur ce que je viens de vous résumer, en fait, c'est qu'en 2020, aujourd'hui, 38 millions de véhicules, on a 0,1 million de véhicules 100% électriques. En 2030, 40 millions de véhicules, hypothèse la plus folle, 25% de croissance par an, autant vous dire qu'on n'y est pas non plus. Parce que qu'est-ce qu'on parle? Lorsque l'on parle tout à l'heure, j'entendais Hervé parler de transition énergétique, écologique, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur la planète? On est en train de passer d'une combustion fossile à une combustion nucléaire. Et là, avant qu'il y ait des prises de courant dans chacune des villes, dans chacun des bleds, etc., on n'y est pas. Et je peux vous dire que même à Paris aujourd'hui, que ce soit à New York ou à Londres, le nombre de fiches sur lesquelles vous pouvez venir connecter votre véhicule ne sont pas encore installés, même s'il y a des gens qui font énormément d'efforts. Le marché en termes de valeur, et ça c'est important aussi de le savoir, le marché en termes de valeur, imaginons que l'on soit dans l'hypothèse encore une fois la plus folle de 25% de croissance, on a aujourd'hui un marché qui pèse à peu près 13 milliards confondus, toutes pièces confondues, sur la pièce détachée, sur la partie, sur chacun des pays européens de l'Ouest. Et là, vous avez un marché qui va passer de 13 milliards à 14 milliards. Alors pourquoi? Il va rester stable parce que un véhicule électrique, aujourd'hui, il n'est pas encore considéré par vous, par nous, dans la rechange. Par contre, si vous prenez une Tesla, par exemple, on va prendre la voiture un peu la plus focalisée, vous avez de l'infographie à l'intérieur. Vous avez un espèce d'iPad qui fait 2,50 m². Vous avez de l'électronique embarquée, il y en a partout. Donc ces éléments-là, à un moment donné, ça va péter. Il va falloir les changer. Donc quelles sont les pièces qui vont rentrer dans d'autres domaines d'activité sur la partie rechange? Aujourd'hui, très sincèrement, on ne sait pas. Mais il y a fort à parier que dans les 10 prochaines années, ce soit quelque chose qui puisse aussi être considéré comme de la pièce de rechange, donc le marché aftermarket, pour reprendre un terme que tout le monde connaît. On va passer.
Là, il y a un élément qui est très important. Aujourd'hui, on est dans un espèce de creux de vague. Alors pourquoi on est dans un creux de vague? Parce qu'il y a une volonté, notamment sur les grands pays, les grandes métropoles, il y a une volonté de fustiger le diesel, parce qu'il paraît que le diesel, c'est pas bien, c'est pas propre. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans le fond et que vous prenez d'un point de vue écologique, qu'est-ce qui pollue le plus? Un véhicule diesel qui aujourd'hui, avec les nouvelles normes, ne pollue pas, ou un véhicule électrique avec ce que monsieur disait tout à l'heure, jusqu'au retraitement de la batterie. Donc là, il faut tout intégrer et puis partir du principe que si on veut faire de l'écologie, il faut que ce soit de l'écologie concrète et réelle. Et là, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Donc on est sur un creux de vague. On a aujourd'hui en milliards d'euros, chiffre d'affaires constant, le part de marché du véhicule VUL qui baisse, parce qu'évidemment, là, on parle de VUL, donc forcément, qui dit agression du diesel, dit sortie du diesel, et les petites entreprises, les gens qui ont un véhicule pour aller livrer leurs clients, qui ont un véhicule pour aller sur un chantier, par contre, on train de leur expliquer que leur véhicule, il faut qu'ils foutent à la poubelle. Sauf que derrière, si on a besoin de leur proposer une offre électrique, d'abord l'offre n'existe pas aujourd'hui. Aller chez un constructeur et demander un véhicule utilitaire électrique, il y en a comme une 50 000. On va passer ensuite en conclusion. En conclusion, on est sur la part de marché, c'est ce que je disais en préambule tout à l'heure, la part de marché la plus folle serait à 2030 un peu plus de 11% du parc roulant à 100% électrique. J'insiste bien, 100% électrique. On est sur une stabilité malgré tout. Tout à l'heure, je vous parlais effectivement des 4,6 millions. Il nous restera 35,8 millions de véhicules roulants avec une base de moteur thermique. À 10 ans. Ça veut dire que dans 10 ans, vous aurez encore des véhicules thermiques à entretenir, à réparer, à maintenir, sur lesquels il faudra faire un centre de service. Je prends toujours un exemple qui est assez parlant. Vous avez tous connu l'évolution du freinage. Tout le monde l'a connu. À l'époque, il y a encore 15 ans, on disait le freinage, c'est 100%, disque avant, disque arrière. Aujourd'hui, vous allez dans tous les distributeurs d'Europe, de la planète entière, vous trouvez encore des guides de frein arrière avec de la mâchoire. On est 20 ans après. Donc avant qu'on arrive à une inversion de cette tendance-là, je peux vous dire qu'on a encore un petit peu de temps pour vous, les années risquent d'être encore un peu très belles. L'électrification, je vais pas rentrer, on va passer assez vite là-dessus. En résumé, je vous l'ai dit, l'électrification, c'est bien, tout le monde a envie de faire de l'écologie. Moi, le premier, j'ai envie de faire de l'écologie, mais il faut que l'écologie, elle puisse donner accès assez simplement et d'une manière économique et pragmatique à des gens qui vont avoir ou pas les moyens d'acheter des véhicules électriques. Est-ce que le véhicule électrique aujourd'hui doit correspondre à la mobilité d'une élite? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, vous avez des parcs roulants qui sont effectivement extrêmement chers. Le prix moyen d'une Tesla est entre 75 et 80 000 euros, pour pas dire 100 000 ou 110 000 euros. Faisons la liste ensemble de gens qui ont la capacité d'acheter un véhicule à 100 000 euros. Quand vous regardez le salaire moyen qu'il y a sur l'Europe de l'Ouest, ça va devenir assez compliqué. Donc les gens sont réticents à changer de véhicule. Vous prenez un particulier, vous lui demandez, il va changer sa voiture, qu'est-ce que tu prends? Bah, je ne sais pas. Mais j'en sais rien. Alors j'en sais rien parce que je ne sais pas ce que je vais avoir le droit d'utiliser dans quelques années. À Paris, par exemple, on parle de ZFE, les fameuses zones à faible émission. Donc les gens n'auront plus le droit d'aller dans les centres-villes avec des véhicules diesel, même si le véhicule a 3 ans, ce qui est une aberration, c'est comme ça. Et puis, c'est pas répondre véritablement à un phénomène écologique, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon je vais pouvoir vous en parler pendant des heures, mais en résumé, il faut partir du principe que le marché sur lequel nous sommes, sur lequel vous êtes, est un marché qui reste porteur. Un marché qui va continuer à apporter une demande de la part des clients et des gens qui vont vouloir entretenir leur véhicule et peut-être d'ailleurs faire continuer de vieillir le parc. Aujourd'hui, les gens préfèrent investir 3 000 euros, 4 000 euros dans la réparation d'un véhicule plutôt que d'investir 100 000 euros dans une voiture neuve. C'est plus logique pour eux, en l'occurrence, économiquement à rendière. Une fois que tout ça c'est dit, je vais revenir au sujet Equipoto, peut-être. Voilà. Alors Equipoto, c'est qui, c'est quoi? Le salon existe depuis le début des années 80. Il est la propriété aujourd'hui de 3 institutions. La première, c'est la FIEM, la Fédération des équipementiers automobiles, la Fédération française de la carrosserie, et puis comme Exposium, qui est notre organisateur, celui qui gère pour nous l'installation des halls, la logistique, etc. Vous avez les 3 protagonistes aujourd'hui qui font l'actionnariat principal d'Equipoto, qui est intégré à une société qui s'appelle la SAIC Equipoto.
SAS Equipoto vous salue d'ailleurs, en l'occurrence Claude Chap. Et pour ma part, je suis donc le président du salon et Aurélie, sa directrice, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va passer là-dessus. 2022, l'an dernier. 2022, d'abord, on est très contents de tous se retrouver. On a fait des salons dans notre vie et la crise a fait qu'on a été un peu frustrés, donc il a fallu programmer quelque chose pour se retrouver. Et en 2022, on a imaginé avec l'équipe, avec le chat, avec Aurélie, on a imaginé quelque chose de dingue. Sur le papier, ça paraissait complètement fou. Il y a un salon qui s'appelle le Mondial, et quand vous regardez ce qui s'est passé en 2018-2019 avec les salons automobiles, il y a eu quelques déconvenus. Genève a été annulé, Francfort n'a pas fonctionné, etc. Vous allez aux États-Unis, c'est pareil, ça ne fonctionne pas vraiment, bref. Et le Mondial de l'auto, à Paris, qui reste quand même une place importante pour les constructeurs, était malgré tout en train de se chercher. Ils avaient une problématique de place, ils ne savaient pas très bien comment ils allaient orchestrer leur salon. Et on leur a dit, bah, écoutez les gars, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un peu le Davos de l'automobile. Un salon B2C, le Mondial, un salon B2B, avec l'ADN que je vous présenterai ensuite, Equipoto, vont se tenir au même endroit, sur la même période et au même lieu. Donc cette année, lorsque vous allez, je l'espère, vous inviter à venir à Equipoto, vous verrez d'un côté le Mondial de l'auto et de l'autre côté Equipoto. Tout ça, ce sera sous l'égide d'une structure qui s'appelle la Paris Automotive Week. Alors, la Paris Automotive Week, le chat le dit à chaque fois, il est assez fier avec Aurélie d'avoir trouvé cette petite tour Eiffel à la place du Havre pour vraiment marquer les esprits. On est à Paris, on est sur, même si la ville, je vous rassure, elle est complètement au coffre. Vous voulez rouler à Paris aujourd'hui, c'est limite à rigoler. Bon, ceci étant, tout ça c'est sous la Paris Automotive Week. L'objectif de cette Paris Automotive Week, c'est d'abord d'être un événement, une première mondiale. Quand je dis première mondiale, c'est pas tout à fait juste. Au début, l'histoire de l'automobile et des équipementiers, lorsque le salon se tenait au Grand Palais à Paris, vous aviez des constructeurs qui venaient présenter la DS, Citroën, et puis à côté, vous aviez des gens, Marshall, d'autres, qui venaient vendre des pièces et tout le monde vivait finalement dans le même espace et ça se passait très bien. Donc on est revenu à la source, finalement, aux sources au début de l'histoire des salons automobiles, mais en tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que la Paris Automotive Week va marquer les esprits au niveau mondial, puisqu'on va vraiment avoir ces deux événements en un lieu et sur une même période de temps. Ensuite, très rapidement pour en parler, alors évidemment, lorsqu'on a monté ce projet-là, toutes les fédérations se sont ralliées au projet. Donc là, vous avez toutes les fédérations qui composent principalement le marché français, mais plus largement, que ce soit la FIM, la FIA, la FEDA, Mobiliance, etc. Toutes les fédérations sont là, ce qui a d'ailleurs été un franc succès déjà d'entrée de jeu. Ensuite, il y a des partenaires internationaux, donc là évidemment, toutes les, que ce soit la FIPA, Servoto, Tractio, etc., Attira ont adhéré également, puisque dans le cadre de la Paris Automotive Week, on agit non plus sur le marché local, mais on agit vraiment au niveau international. Il ne faut pas oublier qu'Equipoto reste un événement international. Donc les gens sont là. Equipoto 2022, il a fallu réinventer les services à la mobilité. Alors, je vais faire très court là-dessus. La seule chose qui nous a importé, la seule chose qui a dicté nos réflexions, c'était de dire on veut conserver ce qui fait partie de l'ADN d'Equipoto. L'ADN d'Equipoto, c'est quoi? C'est des exposants, c'est des réparateurs, c'est des réseaux de distribution qui viennent pour faire du commerce. Vous pouvez raconter le truc dans tous les sens. Les gens qui investissent sur un salon, c'est pour venir chercher des clients, pour démontrer à leurs clients ce qu'ils sont capables de faire, et donc forcément aller chercher un peu de commerce. Alors oui, on a designé, évidemment, on en a profité pour redesigner l'identité visuelle avec une nouvelle signature qui, comme son nom l'indique, représente un dessin de ce qui sera demain le monde de l'automobile. On a une nouvelle signature, une nouvelle promesse, mais quand je dis nouvelle promesse, j'aurais tendance à dire une confirmation de la promesse qui était celle d'Equipoto depuis de nombreuses années. On a 4 grands défis à relever. Le premier défi, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et je rebondissais sur ce que disait Hervé, la transition énergétique et écologique. Je vous l'ai dit, je vais vous répéter, on passe d'une énergie fossile à une industrie nucléaire. Derrière ça, il y a tout un tas de gens qui réfléchissent, qui organisent des think tanks, qui organisent des congrès, qui organisent des conventions. En fait, au bout du bout, ils sont en train d'essayer, tout le monde est en train d'essayer de justifier sa propre analyse en disant je sais ce qu'il faut faire et il va falloir appliquer telle méthode pour arriver à. C'est un choix sociétal. On est face à un choix sociétal. Les gens doivent maintenant, nous devons, que ce soit imposé ou de libre choix,
On doit décider d'un nouveau mode de mobilité qui va passer par cette transition énergétique et écologique. Alors si on écoute les gouvernements, c'est facile. Si vous écoutez les industriels, c'est pas la même couleur. Aujourd'hui, il faut quand même partir du principe que les constructeurs se sont fait imposer par les gouvernements une forme d'écologie. Poser la question à Carlos Tavares, poser la question à des grands patrons de constructeurs, les gens vous disent électrique, j'y crois pas, ça dépend. On me demande de fabriquer des véhicules électriques, je vais les produire. Et si vous leur posez la question de savoir est-ce que c'est cette solution qu'il fallait adopter pour aller vers une transition écologique, je suis pas certain que le raisonnement soit le même. Le deuxième défi, c'est l'évolution technologique. On parle d'électrification, on parle de connectivité, maintenant on est vraiment dans le big data. Donc les véhicules aujourd'hui sont considérés comme étant des véhicules, on dit 4.0, on devrait dire là aujourd'hui déjà 10.0. On en arrive à présenter des pneus intelligents, on en arrive à présenter des balais d'essuie-glace intelligents, des phares qui le sont déjà, donc le cas de l'éclairage qui l'est déjà, qui arrive à orienter, à diriger et à donner de l'information au conducteur. Donc on est vraiment sur ce deuxième défi, c'est quelque chose qui est important et qui sera aussi représenté à l'équipe. Les nouvelles exigences réglementaires et juridiques, on passe très vite là-dessus, c'est simplement un résumé des textes de loi, des lois qui sont prises par les différents gouvernements ou industriels, parfois, il ne faut pas non plus se cacher derrière ça, qui vont vous dire le diesel c'est sale, l'électrique c'est propre. Alors après, on fait notre soupe avec ça, en tous les cas, c'est quelque chose qui nous oblige à subir un certain nombre de nouvelles réglementations. Et puis il y a les nouveaux usages. Il ne faut pas perdre de vue que le véhicule, que ce soit en Algérie, en Italie, en France, etc., reste le meilleur moyen d'aller d'un point A à un point B. On a failli ce matin avec Aurélie de ne pas venir à cause d'une grève aérienne. Un vol sur deux était annulé. Alors c'est vrai que s'il avait fallu faire en voiture, on ne serait pas arrivé tout de suite là. Mais bon, on aurait mis un peu plus de temps. Mais il n'empêche que lorsque vous discutez avec les gens sur l'ensemble de la planète, les gens vous disent moi j'ai ma voiture, je l'entretiens, je roule avec, j'emmène mes gosses à l'école, je vais faire mes courses, je vais mes parents en vacances avec, je vais au travail. C'est l'outil de mobilité par excellence. Pour autant, il y a un attachement au véhicule qui nous oblige à constater que l'attachement des nouvelles générations n'est plus le même qu'il y a 20 ans. Discuter avec un jeune aujourd'hui de 15 ans, lui, tu penses quoi de la bagnole? Franchement, tu vois, papa, la voiture, du moment qu'elle m'emmène du point A au point B, qu'elle ait des jambes larges, un béquet à l'arrière, un gros moteur, etc., je m'en fous complètement. Bon. Et il a raison. C'est un nouvel usage et il faut partir de ce principe-là. Donc, les 4 grands défis qu'on va relever sont la transition écologique, les évolutions technologiques, les nouvelles exigences et les nouveaux usages. Ça, ce sont les 4 grands défis que l'on va renforcer. Par rapport à Equipoto, maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? On va renforcer l'attractivité business du salon. Donc là, on a décrypté les enjeux. Décrypter les enjeux, c'est quoi? C'est décrypter ce que je viens de dire avant sur les 4 grands défis. Le deuxième, c'est accompagner les professionnels. Un professionnel qui vient visiter un salon, que ce soit à Alger ou à Paris, qu'est-ce qu'il vient chercher? Il vient chercher de l'information qui va être relative à son métier, qui va être relative à son futur, de quoi va-t-il avoir besoin en termes d'équipement, face à quoi il va être confronté en termes de nouvelles technologies. Il n'y a pas très longtemps, j'étais encore vice-président d'un équipementier leader sur l'embrayage qui s'est mis à vendre dans l'aftermarket du double embrayage. Lorsque vous discutez avec un réparateur, facile, je change de double embrayage, alors j'ai l'habitude, j'ai fait ça toute ma vie. Vas-y. Et on s'aperçoit en fait que c'est plus de la mécanique, c'est de l'horlogerie. Et si vous ne formez pas la personne à monter correctement un double embrayage, l'effet escompté d'économie d'énergie, de bruit, d'optimisation du véhicule n'existe pas. Donc c'est des gens qu'il faut former. C'est aussi le sens d'accompagner les professionnels, c'est-à-dire qu'il faut leur expliquer qu'on va les aider à se former sur ces nouvelles technologies. Je parle d'embrayage, mais je pourrais parler de freinage, je pourrais parler de tout un tas de produits. Donc il faut qu'on les accompagne au niveau du salon. Faciliter les échanges. C'est ce que l'on a fait lorsqu'on est revenu à la porte de Versailles en 2017. On a demandé aux gens qui venaient en tant qu'exposants d'arrêter de faire des stands politiques, des stands pingouins avec tout le monde en costume, qui rendaient réticent le fait qu'un réparateur qui vient du fin fond de la province avait peur de monter sur le stand. On leur a dit arrêtez ça, arrêtez ce massacre, faites quelque chose avec de la démonstration. Le réparateur qui a fait l'effort de venir à Paris, il ne veut pas savoir si vous allez lui servir un champagne millésimé ou pas, il s'en fout. Il veut savoir ce que vous allez lui proposer comme produit, comme service.
Donc invitez-le à venir sur votre stand, faites des démonstrations, et vous verrez, ça se passera très bien, et là on va renforcer également ce sujet-là. Ensuite, révéler, renforcer notre vision et la nouvelle ambition. La nouvelle ambition, c'est quoi? C'est prendre en compte qu'aujourd'hui, hier, les exposants qui étaient ceux que nous trouvions sur un salon, je pourrais même prendre l'exemple d'AG, ne seront certainement pas les mêmes dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Tout à l'heure, je parlais de Big Data. On a eu l'occasion avec Aurélie d'aller sur le salon de Las Vegas pour voir en CES voir un petit peu les nouvelles technologies. Vous avez, dans les exposants, vous avez Google, vous avez Apple. Lorsque vous montez dans votre voiture, qu'est-ce que vous faites? Ça, cette petite bête qui pollue la vie à tout le monde, la première chose que vous faites, c'est que vous la connectez dans votre bagnole. Et forcément, vous êtes en train de piloter de la data, et il faut effectivement intégrer qu'il y a des intervenants derrière, qui s'appellent Apple ou d'autres. Moi, je dis Apple, je vais faire de Victor, je ne suis pas actionnaire chez eux, mais c'est de la data, et donc il faut effectivement aussi arriver à apporter quelque chose de plus simple dans l'utilisation de ces données-là. Et puis, il faut qu'on se démarque par rapport à la concurrence, parce que nous aussi, on a des concurrents. Je voudrais bien ne pas en avoir, je suis désolé, c'est comme ça. On a nos collègues allemands, on a tout un tas de gens qui sont là aujourd'hui, et nous discutons souvent avec eux. On a rencontré des gens d'automécanique il y a très peu de temps, et on essaie de fonctionner en extrêmement bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on réfléchit au calendrier, on réfléchit au contenu du salon, et puis on essaie d'apporter quelque chose de complètement nouveau. Cette année, Aurélie, avec toute son équipe, a essayé de combiner tout ça, et si on a le temps, je l'espère en tous les cas, on pourra vous en parler. Le contenu d'équipe auto cette année, il est juste magique. Magique. Vous avez la possibilité d'avoir en live des démonstrations, des forums, mais pas des forums, encore une fois, où on écoute le patron d'un CEO d'un équipementier qui vient nous raconter qu'il est le plus gros, le plus grand, le plus fort, parce qu'il a investi X milliards dans une usine. C'est pas ça qu'on attend. On attend que cette personne-là vienne dialoguer avec les gens qui viennent sur le salon, et donc forcément favoriser les rencontres. Donc là, c'est ce que je dis dans les missions qui sont les nôtres. On a un levier de performance incontournable. Si les gens ne se rencontrent pas, c'est bien les conf-calls. On a tous fait. Donc vraiment, les conf-calls, on a pas un bol. Et retrouver les gens face à face et dialoguer avec eux, se serrer la main, de discuter du commerce, et puis à la fin quand même, parce qu'on reste des êtres humains, on a un goût, et c'est toujours agréable de discuter et de faire en sorte que tout ça, ça se passe dans la meilleure ambiance. Les innovations digitales, le digital, il faut faire extrêmement attention quand on parle de digital. Certains acteurs du marché international ou nationaux se sont lancés dans des solutions digitales parce qu'on leur a dit, comme les gens ne vont pas pouvoir se déplacer, faites du digital. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Le jour où vous voulez acheter une voiture, qu'est-ce que vous faites? Première chose, vous allez sur le configurateur. Vous allez sur Internet, vous tapez la référence de votre voiture, et là vous arrivez sur un configurateur qui est juste fantastique. Vous arrivez limite à monter dans la voiture, à tout faire tourner autour de vous à 360 degrés. Vous sélectionnez votre véhicule. Donc ça, c'est de la digitalisation. On est en plein dedans. Mais au moment où il faut passer la commande, qu'est-ce que vous faites? Vous vous prenez par la main, vous allez voir votre concessionnaire ou votre vendeur de voiture, et vous dites maintenant je voudrais la voir, ma voiture. Je voudrais voir à quoi elle ressemble. Donc en fait, le digital, ça a sa limite. Au bout d'un moment, il faut aller voir la voiture et puis claquer la porte, voir le bruit que ça fait, la mettre en route, avoir le sens aiguisé par rapport au véhicule. Donc ça, c'est quelque chose qui a sa limite. Ceci étant, le digital, il ne faut pas le mettre au placard. Il y a des gens qui l'ont fait, qui l'ont essayé. Quand vous discutez avec eux, vous suivez les newsletters, vous regardez les informations, c'est génial, on a eu du monde, etc. J'ai eu l'occasion d'aller visiter des salons digitaux. Et l'état de la maquette, là, avec la vie, bah, au bout d'une semaine, c'est la même. Elle pourrait se quinter. Parce qu'il n'y a personne dans les allées. Ça a coûté extrêmement cher aux gens de participer. Retour sur investissement, on va dire zéro, on n'est pas très loin quand même. À part se faire plaisir et faire plaisir à un service marketing, au roi de la communication du groupe, dépenser énormément d'argent, donc le patron forcément, vous êtes gentil les gars, mais la prochaine fois, le paiement en fera autre chose. Et donc forcément, c'est quelque chose qui a une limite, et il ne faut pas tomber dans ce travers-là. Les mouvements et la mobilité, j'en parlais tout à l'heure, on parle de connectivité. La connectivité, elle devient obligatoire. Je le disais tout à l'heure, je prenais l'exemple du téléphone.
Les informations aujourd'hui sont pilotées, les datas sont pilotées, la voiture vous informe du moment où il faut aller faire une révision et surtout ce qu'il faut maintenant effectuer comme service pour faire la révision. La voiture est suffisamment intelligente pour vous dire tu dois aller faire ta révision, mon garçon. Sauf que dans ta révision, tu vas changer les plaquettes de frein, tu vas changer les pneus arrière parce qu'ils sont morts, parce que les pneus sont intelligents. Tu dois changer l'amortisseur, attention à l'avant-droit, il fuit, etc., etc. Donc on a des véhicules qui sont de plus en plus interactifs et qui forcément nous amènent à avoir, dans la notion de mouvement et de mobilité, forcément une obligation pour nous comme étant organisateurs d'événements, avoir suffisamment d'intervenants exposants qui viennent expliquer aux réparateurs, aux distributeurs comment tout ça, ça fonctionne. Et donc là, on a des gens qui viennent renforcer cette année encore le dispositif sur Equipoto. Je vais passer la parole à Aurélie. Bon, raccourci, donc voilà, en tous les cas, je voulais vous remercier. On a essayé de faire un peu du très court. On a profité de l'occasion où vous étiez là pour parler de tout ça. Si vous avez des questions ensuite, open, je m'efforcerai de répondre à toutes les questions que vous souhaitez sans aucun tabou, même les questions les plus compliquées, parfois à répondre, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des questions compliquées. Et donc, j'ai pas de souci, je vous répondrai avec un maximum de transparence. Je vais passer la parole à Aurélie qui va vous dérouler le reste.